Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette session de proctologie en abordant avec vous les particularités de la prise en charge proctologique donc, en cas de maladie inflammatoire intestinale. Et on vise quoi après? Tac, voilà. Bon, donc c'est un vaste sujet à traiter en 8 minutes. Alors, j'ai donc dû faire des choix. Pour essayer de dégager quelques messages pratiques pour notre consultation quotidienne. Alors, je vous propose d'aborder successivement les 4 points suivants. Premièrement, donc, en cas de myquie sous-jacente, quid du traitement instrumental des hémorroïdes? Deuxièmement, en cas de myquie, peut-on opérer des lésions proctologiques bénignes? Troisièmement, est-ce qu'on opère de la même façon une fistule anale? Et quatrième et dernier point, on verra quels sont les grands principes de prise en charge des autres suppurations anopérinéales en cas de myquie, notamment du sinus plénonidal et de la maladie de Verneuil. Alors, quid du traitement instrumental en cas de maladie inflammatoire intestinale? Eh bien, Thierry Higuero nous avait représenté pour l'établissement du consensus européen sur la pathologie hémorroïdaire, consensus qui a été publié en 2020, et au terme duquel donc, il statuait sur le fait qu'en cas de maladie inflammatoire intestinale en rémission luminale sans LAMP active, donc rémission périnéale également, devant des hémorroïdes internes symptomatiques qui résistaient au traitement médical, on pouvait envisager un traitement instrumental, plutôt de type infrarouge que ligature, c'est ce qui était recommandé là. Alors, peut-être les infrarouges moins délétères que les ligatures, mais avec un niveau de preuve, je ne vous cacherai pas, proche du zéro. Et puis, il est précisé aussi, point important, c'est que le traitement peut être fait sans arrêt de l'anti-TNF. Donc ça, c'était 2020. Je crois qu'aujourd'hui, on préciserait plus largement sans arrêt de la biothérapie. Deuxième point, en cas de myquie, peut-on opérer des lésions proctologiques bénignes? Alors, par bénigne, on entend le marisque, les fissures et les hémorroïdes. Et si oui, avec quelles précautions? Alors, répondre à cette question, c'est essayer de répondre à la question suivante. Que risque-t-on à opérer ces patients qui ont une myquie sous-jacente? Est-ce qu'on a plus de risque d'avoir une infection du site opératoire, des retards de cicatrisation ou de déclencher une poussée luminale ou anopérinéale d'ailleurs de la maladie inflammatoire? Alors, peut-on s'appuyer sur la littérature pour répondre à cette question? Lorsqu'on fait un bref survol de cette littérature, on s'aperçoit qu'on a essentiellement des études rétrospectives, de faibles effectifs, avec souvent un problème de définition des lésions, notamment pour les marisques et les fissures, on ne sait pas trop si c'est d'origine crânienne ou pas. Et puis, dans beaucoup d'études, le traitement de fond de la maladie inflammatoire est peu ou mal renseigné. Bon, j'ai quand même essayé de dégager quelques messages pratiques pour vous à l'analyse de cette littérature. Premièrement, les complications sont plus fréquentes en post-opératoire si la maladie de Crohn n'était pas connue au moment de la chirurgie. Deuxièmement, après hémorroïdectomie, le taux de complications est 3 fois plus important en cas de maladie de Crohn qu'en cas de RCH sous-jacente, avec notamment des retards de cicatrisation et des complications infectieuses. Et puis, on a maintenant quelques signaux rassurants dans la littérature sur les suites des mucopexies sous contrôle Doppler, avec une absence de complications après cette procédure. Il y avait notamment une étude de Saint-Joseph publiée assez récemment qui allait dans ce sens-là. Donc, à la question, peut-on s'appuyer sur la littérature pour contre-indiquer la chirurgie des lésions proctologiques bénignes en cas de myquie sous-jacente? Mais je crois qu'on peut répondre ensemble raisonnablement non. Alors, ainsi, donc, on voit à l'analyse de cette littérature qu'il n'y a pas de réelle d'alerte solide dans la littérature. Alors, quid de notre bon sens et de la pratique? Avant toute chose, vraiment l'essentiel, c'est de s'assurer, avant toute prise de décision thérapeutique, c'est s'assurer de la rémission profonde et prolongée de la maladie inflammatoire intestinale, tant au niveau périnéal qu'au niveau luminal. Et puis après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut opérer donc, des marisques en cas de myquie sous-jacente,
Bon, uniquement si on n'a pas de doute sur l'origine chronienne de ces marisques, notamment des marisques qui ne seraient pas œdémateuses associées à des ulcérations anales, et évidemment si elles sont très symptomatiques. D'autre part, on peut opérer une fissure anale en cas de myquie sous-jacente, en rémission, je le répète. Alors, soit la sphinctérotomie latérale interne, qui a pour intérêt d'entraîner moins de risques de retard de cicatrisation, mais qui expose peut-être un peu plus de troubles de la continence post-opératoire. Donc, sur ce terrain de maladie inflammatoire intestinale, c'est plutôt à éviter. Donc, reste la fissurectomie, plutôt sans anoplastie pour ne pas mobiliser de l'embout rectal qui pourrait mal cicatriser ou s'infecter par la suite dans ce contexte de myquie. Et puis, on peut opérer des hémorroïdes, donc en cas de myquie sous-jacente contrôlée, en préférant des chirurgies d'exérèse limitées. Donc, quand on peut, quand il y a un paquet prédominant, pas se lancer systématiquement dans un Milligan et Morgan, mais réséquer uniquement le paquet pathologique, donc être le plus minimaliste possible. Préférer, si possible, la chirurgie mini-invasive, moins agressive, et qui expose donc à moins de retard de cicatrisation et de surinfection en théorie, en évitant cependant la chirurgie agrafée, notamment le longo, qui entraîne des douleurs et un syndrome rectal assez fréquemment, ce qui est d'autant plus délétère dans ce contexte de myquie. Et donc au final, on se tournera plutôt vers la radiofréquence ou les mucopexies avec ou sans contrôle Doppler, donc pour des pathologies hémorroïdaires internes plutôt de grade 2-3 isolées, donc sans pathologie externe. Troisième question, est-ce qu'on opère de la même façon une fistule anale en cas de myquie connue sous-jacente? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'un patient peut avoir une myquie puis une fistule cryptoglandulaire. Mais ça ne change rien au principe de la chirurgie et notamment l'économie du sphincter, alors qui est peut-être encore un peu plus prégnante en cas de maladie inflammatoire connue, c'est-à-dire pour le premier temps, donc limiter les fistulotomies, donc mise en place de cétons et fragmenter les temps opératoires. Et puis le dernier temps, le retrait du céton, et après, préférer plutôt une chirurgie d'épergne sphinctérienne en première intention, avant de se lancer dans une fistulotomie, même si elle est faite avec reconstruction sphinctérienne. Donc prudence. Et puis quatrième et dernier point, alors quid des autres suppurations périnéales? Alors le sinus ou le kyste pilonidal, il n'y a pas de vraie particularité chirurgicale en cas de myquie sous-jacente, mais il faut savoir évoquer donc une localisation périnale de la maladie de Crohn devant une lésion interfessière atypique. Je vous ai rapporté ici le cas de 2 patients qui nous étaient envoyés dans le service pour prise en charge d'un kyste pilonidal. Et en fait, sur la gauche, donc, on avait donc une lésion interfessière, mais avec plusieurs orifices fistuleux. Et donc, c'était une fistule anale cronienne. Et à droite, des lésions interfessières, mais vous voyez, au niveau cutané, on a des lésions qui fourmillaient de granulomes épithélo-giganteux cellulaires. Et donc, c'était une lésion cronienne. Et puis pour finir, la maladie de Verneuil, alors il faut savoir l'identifier. Alors mon propos n'est pas ici de rappeler, de détailler les critères diagnostiques de la maladie, mais simplement d'insister sur le fait que l'association maladie de Verneuil et myquie est classique. Elle est fréquente à l'analyse de la littérature. Je vous ai rapporté ici la méta-analyse, peut-être la plus récente, hein, qui date de l'an dernier, qui poulait une quarantaine d'études. Alors c'était des cohortes gastro dans lesquelles étaient identifiés et suivis donc des patients avec myquie, Crohn ou RCH, et chez lesquels on recherchait une maladie de Verneuil associée par questionnaire et après avec un examen clinique si le questionnaire était orienté vers cette maladie-là. Et ce qu'on retient au final à l'analyse donc de cette méta-analyse de ces dizaines d'études, c'est que en cas de maladie de Crohn connue, eh bien on a à peu près 17% de maladie de Verneuil associée, et en cas de RCH, on a 8,5% de maladie de Verneuil associée. Alors pourquoi chercher un Verneuil quand on suit un patient pour une myquie? C'est important parce que ça a des implications pratiques évidemment, et notamment ça peut déboucher donc sur des gestes d'exérèse sur des lésions de Verneuil, notamment axillaires ou inguinales symptomatiques, qui n'aurait pas été diagnostiqué chez ce patient avec une myquie. Donc on peut être amené à faire des petits gestes chirurgicaux complémentaires. Et puis chez un patient qu'on traiterait pour une myquie peu sévère avec un immunosuppresseur, eh bien, si on met en évidence une maladie de Verneuil
et notamment si elle est diffuse, inflammatoire, stade RLE2 ou 3, à ce moment-là se pose la question de mettre en place un anti-TNF. Et vous savez que le seul qui a l'AMM aujourd'hui dans la maladie de Verneuil et pour le coup dans le Crohn, qui a l'AMM dans les deux, c'est l'adalimumab. Donc en conclusion sur les particularités donc, de la prise en charge proctologique en cas de MICI, ce que je vous propose de retenir, c'est que le point essentiel avant toute prise de décision, c'est de s'assurer donc, de la rémission profonde et prolongée au niveau luminal et anopérinéal. Et après, eh bien, le traitement instrumental des hémorroïdes internes symptomatiques qui résistent au traitement médical est possible, peut-être plutôt avec l'infrarouge qui serait moins délétère. Deuxièmement, la chirurgie hémorroïdaire, on essaiera d'être minimaliste, d'avoir une chirurgie adaptée au paquet qui est pathologique, donc une chirurgie limitée, en privilégiant la chirurgie mini-invasive, mais en évitant la chirurgie agrafée. Troisièmement, donc pour la chirurgie des fistules, on évitera au maximum de couper le sphincter en mettant des cétomes, fragmentant les temps et en privilégiant donc une technique d'épargne sphinctérienne. Et puis, en cas de kyste pilonidale atypique, donc c'est-à-dire qui traîne à cicatriser ou qui récidive, il faudra absolument penser à une localisation anopérinéale de la maladie de Crohn. Et enfin, l'association Crohn et Verneuil, ou MICI et Verneuil plus généralement, il faut savoir y penser. Voilà. Merci pour votre attention. Merci d'avoir bien tenu ton temps, c'est super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bah juste, donc tu l'as pas vraiment précisé, mais juste sous-entendu. Ce que tu fais dans un premier cas, c'est vraiment le traitement médical à optimiser, ou tu essaies de faire attention dans ces cas-là, quelle que soit la situation proctologique, d'avoir un traitement médical bien suivi, maximaliste? Pour la maladie inflammatoire. Quel que soit, oui, en cas de maladie de Crohn et d'une pathologie proctologique, avant tout le traitement médical. Alors, oui, là, on privilégie le traitement médical en s'assurant qu'il est effectivement maximaliste, ce qui permet d'obtenir la rémission luminale et anopérinéale de manière... Traitement médical proctologique. Traitement médical proctologique. Oui, les suppositoires, enfin les topiques. Alors, pour la pathologie hémorroïdaire, on n'a pas beaucoup de traitements médicaux vraiment efficaces, hein, à mon sens. Et puis après, pour les lésions anopérinéales non plus. Donc, ce qui est du traitement médical pour la pathologie anale, on est assez limité. Alors après, la discussion, c'est d'optimiser la biothérapie. C'est surtout ça. La discussion qu'on a avec les myquistes, c'est effectivement quand on a des lésions anopérinéales. Alors pour le coup, là, c'était pas le sujet. Mais en cas de lésion anopérinéale chronienne active, on discute l'optimisation du traitement médical. Ouais. Il y a Patrick de la Salle qui a une... Oui, Dominique, merci pour cette présentation. En fait, tu ne crois pas qu'il y a deux situations? Il y a la situation où, effectivement, la MICI est complètement contrôlée, et la situation où la MICI n'est pas contrôlée, où là, c'est complètement différent. La question, c'est jusqu'où tu vas dans les explorations de la MICI avant de décider que c'est vraiment contrôlé ou pas? Bonne question. Oui, effectivement... Alors, quand on a des lésions, vraiment, on parlait donc des lésions bénignes, donc des marisques, fissures, hémorroïdes, là, il n'est pas question donc de discuter du traitement chirurgical tant que la maladie n'est pas vraiment en rémission. Donc la prise de décision, elle est clinique, hein, l'examen clinique au niveau anal. On fait une rectoscopie pour voir s'il y a une rectite associée. On ne va pas forcément jusqu'à l'IRM. Et puis après, on voit s'il y a eu un bilan endoscopique récent. Mais bon, il n'y a jamais d'urgence pour opérer ces lésions. Alors après, quand on est devant une fistule, et qu'on ne sait pas d'ailleurs si elle est cryptoglandulaire ou pas, ça ne change pas grand-chose à la question. Si on est en phase suppurative, bon, quand tu as un abcès, ben, que tu aies une maladie de Crohn sous-jacente en rémission ou pas, il faut de toute façon l'opérer. On fait le drainage, que ce soit fistule cryptoglandulaire ou fistule cronienne. Que la maladie luminale soit en rémission ou pas, on le draine. Bon, par contre, on est un peu plus prudent, ce qu'on disait, on va éviter les mises à plat, les fistulotomies, puis mettre des drains et fragmenter les temps et attendre vraiment d'être en rémission luminale et anopérinéale prolongée, en discutant avec les myquistes sur le traitement de fond de la maladie. Donc voilà, en phase aiguë suppurative, on opère, mais en étant minimaliste, en mettant des cétons.
revoyant les choses. Et puis, après, ce qui est vraiment important pour juger de la rémission luminale, anopérinéale plutôt, c'est l'examen clinique, mais la rectoscopie aussi. On ne va pas forcément jusqu'à l'IRM pour prendre la décision, mais la rectoscopie rigide en consultation, c'est très simple et ça permet de savoir si on a une réactite associée ou pas. Parce que s'il y en a une, on sait que c'est un facteur d'échec ou de récidive de la maladie. Dernière question courte, docteur Deparade. Non, c'était juste pour faire un petit commentaire pour la pathologie hémorroïdaire. Quand on a des pathologies hémorroïdaires hémorragiques, notamment la RCH, mais aussi la maladie de Crohn, parfois l'embolisation peut être utile. Moi, c'est un petit truc, Oui. on y a facilement recours. Pour moi, c'est une des indications privilégiées. C'était un petit commentaire. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est une technique qui se développe. On en est tous là, effectivement, à se dire que ça nous rend des services. Il n'y a pas de retard de cicatrisation. Alors après, ça peut être suspensif et on peut être obligé de refaire des embolisations, mais c'est pas bien grave. Mais c'est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus dans ces maladies inflammatoires, comme on le fait pour les patients qui sont sous AOD avec des risques hémorragiques importants, tout à fait. Et moi, j'ai une dernière, c'est moi. Ah, pardon. Oui, non. Petite question, est-ce que comme pour la fissure anale, tu ferais une différence entre une patiente qui a des antécédents obstétricaux en dehors d'une maladie inflammatoire active et un homme qui a priori n'accouchera jamais? Est-ce qu'il y a dans les études que tu as vues, est-ce que c'était pris en considération les antécédents obstétricaux en dehors de l'activité de la maladie ou pas? Non, non, je n'ai pas vu. C'est pas considéré. Je n'ai pas vu. Et après, de principe, alors autant je suis un fervent défenseur de la sphinctérotomie latérale interne, comme tu le sais, et surtout chez les hommes qui n'ont pas de facteurs de risque, donc c'est une technique vachement intéressante. Mais là, en cas de myquie sous-jacente, je suis très très prudent. J'en fais quasiment jamais. Ce que je disais, c'est plutôt vraiment la fissurectomie sans anoplastie. Et homme ou femme, antécédent ou pas, la sphinctérotomie, j'évite au maximum dans ce contexte-là. Ok. Bon. Merci. Ouais. On va conclure pour cette présentation. Merci Dominique. Merci beaucoup.